Salut amis d'Internet. Alors que nous continuons à faire la chronique des très étranges événements de 2020, je commence à me demander, si nous vivions sous une tyrannie, la majorité des Américains le réaliseraient-ils? En aurions-nous conscience et le saurions-nous chaque jour? Ou la tyrannie nous serait-elle présentée comme bénéfique pour le plus grand bien? Si notre société vacillait à la limite de la tyrannie, attendant juste un coup de pouce, est-ce que l'un d'entre nous remarquerait que cela arrive? La définition de la tyrannie est un pouvoir oppresseur, spécialement exercé par le gouvernement. Le tyran est une personne qui exerce son pouvoir ou son contrôle de manière cruelle, déraisonnable ou arbitraire. Au lycée, la plupart d'entre nous ont lu 1984 de George Orwell, un roman dystopique qui décrit les dangers d'un État tyrannique et totalitaire exerçant sa force sur les gens, et les trois slogans du parti au pouvoir sont « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. » Mais Orwell décrit la société sous des règles oppressives dans laquelle tout ce que l'État fait semble normal pour les gens. La première phrase du livre étant « C'était une journée d'avril froide et claire, les horloges sonnaient 13 heures. » Orwell travaillait pour une société de radiodiffusion britannique, autrement connue sous le nom de BBC, pendant la Seconde Guerre mondiale, et il détestait ça. Il détestait la BBC, la décrivant à mi-chemin entre une école de filles et un asile de lunatiques. C'est à travers cette expérience qu'Orwell crée un nouveau lexique politique tout au long de l'écriture de son roman 1984. Nous avertissant sur la novlangue, nous montrant que les mots peuvent être utilisés et abusés afin d'obtenir le pouvoir et que les crimes de pensée sont des pensées qui vont à l'encontre du parti et qui sont bien sûr considérées comme illégales. Il avait une connaissance de première main des rouages de l'un des plus grands organes de propagande. Et même si son travail a été publié en 1949, il nous prévenait déjà des écrans ou des appareils de surveillance qui reçoivent et transmettent simultanément, qui peuvent tout voir et entendre chaque murmure. Ça vous semble familier? Siri? Ça vous dit quelque chose? Alexa? Il est populaire de dire que le roman d'Orwell n'était pas un travail de fiction, mais un travail de prophétie politique. Mais est-ce ce qui se passe maintenant? Ce que nous avons vu cette année et les années précédentes? L'accomplissement de la prophétie d'Orwell? Un monde où tout le monde applaudirait leur propre emprisonnement? Les États-Unis ont presque été en guerre toute ma vie. Propagande, surveillance et guerre perpétuelle sont la norme. Marcher dans la foule et questionner les gens sur l'Afghanistan. Et la plupart ne sauront pas que les troupes américaines y sont encore, dans le cimetière des empires. Nous avons essayé de partir cette année, mais la représentante Liz Cheney, fille du vice-président Dick Cheney, a décidé d'aller contre le retrait des troupes. Merveilleux! Pensez-vous que c'est parce que Liz Cheney et sa famille ont investi dans la guerre perpétuelle? Avec leurs intimes connexions à Halliburton, où Dick Cheney a servi en tant que PDG de 1995 à 2000, Halliburton est un entrepreneur gouvernemental et une société de services pétroliers qui a démarré grâce à l'aide de la Bain & Company, présidée par l'ancien candidat à la présidence et sénateur Mitt Romney. Depuis le début des années 2000, Halliburton a été récompensé de milliards de dollars seulement en contrat avec l'Afghanistan. Mais les médias nous disent que les troupes américaines sont en Afghanistan pour libérer les gens, tuer les terroristes et promouvoir la liberté, et non remplir les poches des entrepreneurs gouvernementaux et de corporations. Mais le problème est qu'il y a tellement de distractions que la plupart des gens ne réalisent pas la trajectoire de cette tromperie permanente, de guerre perpétuelle et de propagande. Et vous pourriez spéculer que c'est dû à bien des facteurs. La mise en œuvre réussie de la subversion idéologique, les cycles de nouvelles 24 heures sur 24, l'équilibre entre travail et vie privée, voire même son absence, et la montée de l'hédonisme, qui récompense la consommation sans fin des gens à travers les plaisirs sensoriels. Ce temps libre est donc passé à poursuivre le plaisir à travers le physique et le matériel, se droguant de réseaux sociaux, l'alcool, les médicaments, la nourriture, le porno, comme moyen de plaisir momentané et d'évasion. C'est pourquoi je me demande si la majorité le saurait s'ils vivaient sous une tyrannie. Quand les médias font simplement des mensonges, la vérité, et de la vérité des mensonges, est-ce que la majorité des gens remarqueraient la destruction de nos libertés personnelles avec la propagande les frappant au visage? Avec les médias travaillant en tandem avec les algorithmes des réseaux sociaux pour monter les gens les uns contre les autres, nous divisant en blancs et noirs, en démocrates et républicains, en chrétiens, musulmans, juifs et athées, en pro-vaccins et anti-vax, en pro-masque et anti-masque, entre ceux qui se conformeront et ceux qui ne se conformeront pas. Il semble vraiment que, quel que soit le but, cette pandémie a rapidement accéléré le plan à grande vitesse.
La pandémie a mené plus d'un tiers de la population mondiale à être placée en confinement pour ralentir la propagation du virus. Le résultat est un pic de chômage, un crash du marché boursier en février, la fermeture des écoles, une augmentation des dettes des consommateurs et des gouvernements, et sans oublier les émeutes et les troubles civils. Ce qui a commencé comme promesse du gouvernement d'un confinement qui ne durerait juste quelques semaines pour ralentir la propagation du virus et alléger le stress dans les hôpitaux, a duré des mois. Bien sûr, le plan de relance du gouvernement était un plan de sauvetage avec un prix s'élevant à 2 trillions, accordant des assistances financières d'urgence aux gens et aux entreprises. En gros, chaque individu moyen a reçu 1 200 $ et 500 $ par enfant déclaré dépendant. Ceux qui devaient se déclarer sans emploi ont également reçu un coup de pouce fédéral de 600 $ par semaine. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que le plan de relance a accordé 135 milliards de dollars en avantages fiscaux aux millionnaires avec de gros sauvetages financiers. Les gens les plus riches du monde ont vu leur valeur nette augmenter de plus de 50% depuis le début de la pandémie. Cela a fondamentalement été le plus gros transfert de richesse, le plus grand cambriolage qui se soit passé pendant que le gouvernement nous disait de rester à la maison et d'obéir. Maintenant, c'est là que ça s'améliore. Et j'entends par là s'empirer. Tout juste sorti de la presse ce matin, les paiements de millions d'Américains sans emploi vont soudainement diminuer si le Congrès ne trouve pas de solution la semaine prochaine pour augmenter les 600 $ par semaine d'allocation. Nous devons donc compter sur le Congrès pour trouver une solution au problème qu'ils ont eux-mêmes fabriqué en arrêtant l'économie. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 juillet. Les allocations chômage et littéralement la semaine prochaine et les 2 semaines, pour aplatir la courbe, sont passées il y a des mois. Le virus ne fait qu'empirer avec les chiffres propagés dans la peur. Les masques ont été rendus obligatoires dans beaucoup d'États avec des revendeurs comme Walmart, Kohl's, Publix, Kroger, les rendant obligatoires dans leurs magasins. Personnellement, ce que je vois de mon côté, ce sont de longues files d'attente autour des centres de tests mobiles. Plus d'agitation envers ceux qui ne portent pas de masque en public. En général, une attitude de conformité ou se voir refuser un service. Et vous feriez mieux de ne pas faire d'histoire, sinon quelqu'un vous enregistrera et vous mettra sur Internet pour que vous et votre famille soient identifiés publiquement, en flagrant délit de colère envoyé à votre employeur avec l'espoir qu'il vous virera pour votre insolence. Comme l'année scolaire commence à la fin de l'été et que la plupart des écoles pratiquent l'enseignement à distance comme leur méthode d'enseignement favorite pendant le confinement, et vu que la peur du virus persiste, que sont supposés faire les parents avec leurs enfants à la maison toute la journée? Avec un enfant plus âgé, ce n'est peut-être pas un gros problème, mais pour les parents d'enfants en bas âge, comment les parents vont-ils s'en sortir quand les deux doivent travailler pour payer les factures? Clairement, vous ne pouvez pas juste laisser un petit de primaire à la maison toute la journée. Quelqu'un va devoir quitter son travail. Vous savez que je défends beaucoup l'école à la maison et les mamans qui restent à la maison avec leur bébé, mais cela devrait être leur liberté de choisir pour eux-mêmes et leur famille. Je vois qu'ils gravent dans le marbre l'élimination de la classe moyenne. L'augmentation du nombre de chômeurs développera une plus grande dépendance à l'égard du gouvernement pour payer les besoins financiers. Et pour recevoir ces allocations, que devrez-vous faire? Vous devez vous soumettre. Vous devez faire ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, c'est porter un masque quand vous allez au magasin. Demain, ce sera répondre à l'appel d'un agent de renseignement à propos d'un barbecue auquel vous êtes allé il y a 2 semaines. La semaine prochaine, c'est un vaccin obligatoire pour vos enfants s'ils veulent retourner à l'école. Une partie des exigences en matière d'emploi ou la possibilité de voyager en avion. Je veux dire, s'il vous plaît, dites-moi si je deviens sensationnel ou alarmiste. Je pense juste être réaliste. Les choses ne s'améliorent pas. Nous donnons de plein gré notre liberté en les remettant simplement sans jamais prendre en considération qui bénéficie de cette soumission. Contrairement au siècle précédent, nous manquons d'action. Nous l'avons remplacé par la réaction, l'indignation. Mais ce n'est pas la même chose que d'agir. Taper vigoureusement des messages chargés d'émotions sur les réseaux sociaux derrière un écran de verre n'est pas pareil que d'agir. Ce nouveau confinement, le combat contre les virus qui apparaissent, que ce soit le corona, la peste bubonique ou Ebola, est la nouvelle guerre contre le terrorisme. Sans fin. Je pose donc encore la question, si nous vivions en tyrannie, la majorité des Américains s'en rendraient-ils compte? Et qu'en est-il de la prochaine génération qui y est née? Se rendront-ils compte de ce qu'ils ont perdu? Ce doublage a été grandement facilité grâce à la chaîne Jeanne Traduction. Courez dès maintenant vous y abonner car nous avons besoin des traducteurs. Ils sont à la base du doublage, pas de doublage sans traduction. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'était en avril dernier, j'ai vu apparaître plusieurs chaînes de sous-titrage et j'en suis ravi. Alors maintenant, si vous avez du temps, si vous avez le matériel, c'est-à-dire un PC et un micro, vous pouvez vous aussi faire du doublage. Faites-le bien et je vous aiderai.
Je parlerai de vous et je vous... Moi, je voudrais vous proposer, en complément de tout ce qui a été remarquablement déjà exposé aujourd'hui, une réflexion encore un peu plus globale, avec peut-être un peu plus de hauteur et encore un peu plus de coup d'avance peut-être sur la procréation artificielle. Je crois que, en fait, le regard sur la procréation artificielle, il est en complète mutation. Les biotechnologies, toutes ces techniques de fabrication des embryons et aussi de sélection des embryons, au fond, elles impliquent une mentalité et elles induisent une mentalité. Si bien qu'aujourd'hui, le regard que nous avons sur la procréation humaine est en mutation, je viens de le dire, et le regard du coup que nous avons sur l'embryon, sur l'enfant et du coup sur l'autre, sur autrui, est aussi en complète mutation. Et cela ne peut pas ne pas avoir un impact majeur, je crois, sur notre société. Le CCNE, il ne se trompait pas avec sa question qu'il a mis en baseline de ses états généraux. Quel monde voulons-nous pour demain? Et de la même façon, je crois qu'Emmanuel Macron ne s'y trompait pas aussi en intitulant son dîner qui était censé rester secret à l'Élysée, PMA, embryon génomique. Il a mis ces trois mots ensemble. C'est bien parce que c'est lié. Ces sujets sont vraiment intimement liés. Mais avant d'aller plus en profondeur sur cette question du bébé sur mesure, je voudrais revenir sur le sondage qui est paru en juin, qui a déjà été évoqué aujourd'hui tout à l'heure par Aude. Et je voudrais vous présenter quand même de manière un peu plus approfondie ces chiffres. Et je vous signale que nous avons imprimé ce petit document qui reprend ces éléments, avec des commentaires également du président de l'IFOP, enfin de la personne qui est en charge de l'IFOP pour ces questions-là. Vous pouvez vous servir, il y en a plusieurs sur les tables. Les pères ont un rôle essentiel pour les enfants, pour 93% des Français. 73% considèrent que les rôles du père et de la mère sont différents et complémentaires. L'absence de père est quelque chose qui marque toute la vie, pour 89% des Français. 85% estiment même que l'absence de père peut entraîner chez l'enfant des difficultés personnelles. 61% des Français estiment qu'il faut privilégier le besoin de chaque enfant d'avoir un père en réservant la PMA aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité, dont 72% parmi ceux qui sont déjà pères. Vous voyez qu'en fait, si on met en avant l'ouverture d'un droit, eh bien dans ce cas-là, les Français, il y a eu d'autres sondages sur la question, sont favorables en fait, si on leur parle d'ouverture d'un droit. Par contre, si c'est le droit de l'enfant qui est présenté dans le sondage, notamment ce droit à avoir un père, ils sont majoritairement opposés à la loi. Et finalement, ce degré d'adhésion des Français à cette ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, eh bien, si on met en balance ce droit à avoir un enfant ou le droit à avoir un père, c'est majoritairement le droit à avoir un père qui est le plus représenté. Voilà, c'était pour faire vraiment un aparté sur ce sondage qui, je pense, est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est un retour au réel. Ce sondage, c'est un retour au réel. Voilà. Maintenant, pour revenir sur cette question de la ligne rouge, c'est vraiment une ligne rouge, ce titre est bien choisi. C'est une ligne rouge, mais je pense qu'il s'inscrit dans un basculement vers un prétendu droit à l'enfant. C'est vraiment un basculement complet qui va bien au-delà de cette injustice de priver un enfant délibérément de père, sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je pense que ça va encore bien au-delà et que c'est aussi dans la continuité d'une tentation qui est déjà extrêmement avancée, qui est celle du bébé sur commande et du bébé sur mesure. Quels sont les enjeux en présence? Il y en a beaucoup qui ont été évoqués, évidemment. C'est d'abord la consécration d'un droit à l'enfant et donc la porte ouverte à toutes les demandes, comme on l'observe déjà ici ou comme on l'observe à l'étranger, avec la procréation post-mortem, avec la GPA, etc. Parce que pourquoi refuser aux uns ce qu'on permet aux autres si c'est le désir qui fait loi demain? C'est aussi, ça a été largement dit, l'asservissement de la technique et de la médecine
au service des désirs individuels, et l'asservissement peut être aussi de la solidarité nationale en cas de remboursement, comme l'a encore annoncé hier M. Castaner. C'est aussi le risque de sombrer dans cet immense marché de la procréation, avec le risque de fragiliser ce principe tellement important dans notre droit et dont on peut être vraiment fier, d'indisponibilité du corps humain, un droit qui est assez spécifique à la France, je crois, et qui montre notre vocation aussi et notre regard particulier que nous avons sur la personne humaine. Le dernier enjeu derrière dont je voudrais parler, c'est celui sur lequel je vais le plus parler ce soir, c'est donc ce fait que ça va concrétiser un pas de plus vers la sélection et vers la conception d'êtres humains selon certains critères. Parce que si on considère la PMA comme un droit, ça veut dire qu'on considère l'enfant comme un droit. Et si l'enfant n'est plus un don accueilli, mais un dû, s'il est programmé, et si sa conception est déléguée à la technique, alors forcément la manière de le regarder se transforme. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, la manière dont on le regarde se transforme, il devient un projet. On parle déjà largement de projet parental, et un projet, c'est une manière aussi de transformer un projet, c'est un objet en quelque sorte, c'est une réification de l'être humain. Et forcément, si on le voit comme un projet, comme un objet, le contrôle qualité se déploie. C'est la tentation de choisir, de sélectionner qui se répand de plus en plus. Je crois que la question a été posée ce matin de savoir s'il y avait un risque eugénique. En fait, moi, je ne crois pas qu'il y ait un risque eugénique. Je crois que nous sommes déjà dans une société extrêmement eugénique. C'est un eugénisme technique, consensuel, démocratique, tranquille, et aussi un eugénisme qui devient chronique, parce qu'en fait, on s'y acclimate, on s'y habitue. Ce ne sont pas des décisions d'État massives, ce sont plutôt un paisible usage quotidien de toutes ces techniques. Et je crois au fond qu'à l'heure du vivre ensemble, c'est presque le droit à la vie qui aujourd'hui est le plus menacé, parce que l'homme s'attribue le droit de décider quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà un droit qu'on s'octroie qui est quand même extrêmement préoccupant. Et c'est la technique qui nous amène à ça, c'est le rouleau compresseur technologique qui nous amène à tout ça. Et il y a une pression bien réelle de banaliser de plus en plus ces techniques de sélection. Le diagnostic préimplantatoire en particulier, son élargissement, l'élargissement de ces indications est déjà discuté pour l'ouvrir à plus d'indications, donc le DPI pour tout, et également pour tous, c'est-à-dire pour tous les couples qui font des FIV ou tous les couples en général. C'est important pourtant, je crois, de garder à l'esprit qu'on est quand même bien plus qu'un code génétique. Un diagnostic préimplantatoire, c'est l'analyse du code génétique. Mais l'être humain ne se résume pas aux 4 lettres de son ADN. Nous sommes bien plus compliqués que ça et je crois que c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête. Le dépistage préconceptionnel aussi est un sujet émergent, c'est-à-dire la vérification des personnes qui auraient un projet parental en amont même de la conception. Aux États-Unis, cette mentalité est déjà plus avancée. Il y a des sociétés qui s'organisent aujourd'hui pour permettre aux personnes qui veulent être parents de trouver le meilleur donneur de gamètes possible, le meilleur appareillement possible pour créer le meilleur bébé possible. Et au fond, on observe un véritable toboggan dans cette mentalité eugéniste. Au début, ce sont les maladies graves et incurables qui justifient ces tests. Et puis ensuite, on glisse. Ce sont des raisons un petit peu moins graves. Et ensuite, des prédispositions. Vous savez, c'est ces petits gènes qui nous prédisposent peut-être plus tard à avoir une maladie, si d'autres circonstances sont mises on va dire ensemble. Et moi, je voudrais vous partager quand même sur cette question-là un exemple qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup. Moi, j'ai une amie, une ancienne collègue qui a eu un cancer du sein il y a quelques années. C'était une collègue dans mon ancien travail. Et donc, elle a traversé ce combat du cancer avec la chimio, la chirurgie, les rayons, etc., tout ce qu'on connaît. Elle a survécu, elle est en rémission et elle a vraiment traversé ça avec beaucoup de courage.
Et j'ai appris par la suite que son cancer avait un facteur génétique et que sa propre mère en était morte quand elle était enfant, ce qui est un drame, on est d'accord. Aujourd'hui, ce petit gène qu'elle a, eh bien, justifie qu'on trie les embryons et qu'on ne les garde pas. Cette amie, aujourd'hui, peut-être n'existerait pas. Et moi, je me dis, mais comme elle aurait moqué au monde. Est-ce que parce qu'on a une prédisposition à avoir une maladie à 50 ans, et quand bien même elle serait décédée, ce qui aurait été dramatique, est-ce que sa vie n'aurait pas valu la peine? On meurt tous les jours, malheureusement, dans d'autres circonstances, parfois jeunes. Je crois que ce n'est pas forcément la durée de vie qui vaut la vie. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel je crois que nous avons vraiment à réfléchir, parce qu'on peut se demander aujourd'hui qui d'entre nous serait aujourd'hui dans cette salle à réfléchir à toutes ces questions. Ensuite, on continue notre toboggan eugéniste. Aujourd'hui, ce sont même des critères esthétiques qui sont recherchés, ça a aussi été évoqué. La couleur des yeux, c'est un marché qui s'ouvre aux États-Unis, par exemple. Pourquoi vouloir choisir la couleur des yeux de son enfant? Eh bien, ce désir, il naît parce que la technique le permet. On continue? Eh bien, aux États-Unis, des couples qui ne sont pas du tout infertiles ont recours, payent, on recourt donc à des fécondations in vitro, ce qui est quand même lourd pour un couple et surtout pour la femme, pour pouvoir choisir le sexe de leur embryon. Vous voyez, là, finalement, la discrimination homme-femme, dont on entend tellement parler, aujourd'hui, elle existe au stade de quelques cellules. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir ce que Madame Schiappa pense de ce problème-là, d'une discrimination sexiste qui existe au stade de 6 ou 8 cellules humaines. C'est quand même vraiment incroyable. Et aux États-Unis, il y a des couples qui sont atteints de surdité, qui ont recours à ces tests-là pour choisir ceux de leurs embryons qui sont également porteurs de surdité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de partager une communion de vie avec leurs enfants. Et donc, ils souhaitent transmettre le handicap en héritage. Vous voyez que, au fond, si tout n'est qu'une question de désir individuel, alors il n'y a plus de limite. Dans nos services d'écoute, on la voit bien, la souffrance du désir d'enfant. On l'entend tous les jours, hein, notamment autour de l'infertilité. Et autour de nous, nous connaissons tous cette souffrance de l'infertilité. Certains d'entre nous même la vivent de manière douloureuse. Mais le désir ne peut pas être la mesure de toute chose. Ce désir, ce n'est pas rien, parce que ce désir peut se transformer en quelqu'un d'autre. Et ce désir, je crois que s'il devient dévorant, s'il aboutit à vouloir tout tenter, à ne plus voir que la fin, l'enfant en oubliant tous les moyens, eh bien, ce désir devient dévorant et complètement... il obstrue en fait la conscience. Et le désir, nos désirs, je pense qu'ils ont besoin de mûrir dans la vie. On le voit pour tout un tas de sujets. Ils ont besoin de faire des allers-retours entre notre cœur, notre corps aussi, notre conscience, notre intelligence. Et parfois, je crois que nous devrions oser dire qu'il faut savoir renoncer et qu'il faut savoir aussi dire non. Et j'ai aussi en tête ce témoignage dont je voudrais vous parler, d'une femme d'une quarantaine d'années, qui était 43 ans, je crois, qui était célibataire, qui n'avait pas d'enfant, et qui s'est rendue en Espagne pour acheter un ovocyte, le faire féconder par du sperme d'un donneur, procéder à la fécondation in vitro, se faire implanter cet embryon. Et une fois que cette femme a été enceinte, retour au réel. Elle a réalisé, son corps lui a aidé à réaliser qu'elle attendait un enfant, ce qu'elle avait tant désiré, mais qui était un enfant inconnu pour elle, de quelqu'un d'autre, issu de gamètes de personnes qu'elle ne connaissait pas, d'une autre culture. Et en plus, elle s'apprêtait à être mère célibataire, ce qui est aussi quand même une difficulté. Eh bien, en fait, ce retour au réel a été si douloureux pour elle qu'elle a contacté nos services d'écoute parce qu'elle voulait avorter. Elle avait besoin de confier son désarroi. Moi, je me demande, je vois moi cette femme comme une victime quelque part de toutes ces injonctions sociales et de ce marché devant nous qui nous laisse croire que tout est possible, que tous nos désirs peuvent être assouvis et qu'il n'y a qu'à avoir un peu de temps ou un peu d'argent. Je crois qu'on oublie parfois trop souvent que la grossesse, la maternité, ça compte énormément dans la construction de la personne et que si on n'oublie pas ça,
si on n'oublie pas si on a cette conscience-là, le désir qu'on peut dire totalitaire, hein, d'avoir un enfant à tout prix, il peut se réduire, il peut voire même disparaître. Et aboutir à l'idée de oui, on veut un enfant, mais pas à n'importe quel prix en fait. Et pas au prix de le faire fabriquer dans des conditions qui peuvent être inhumaines, contraires à la dignité humaine parfois. Et ça, c'est possible. C'est un travail de mutation du désir en fait. Du désir d'avoir un enfant pour soi, en désir d'avoir envie d'un enfant pour lui. Alors, est-ce qu'on conçoit un monde meilleur en se basant sur le désir et sur l'illusion qu'il y aurait des bébés parfaits ou qu'on arriverait à les trier pour n'avoir plus que des bébés parfaits? Moi, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse à cette question-là. Est-ce que c'est un modèle de société qu'on a envie de promouvoir? Un monde des meilleurs, c'est le sous-titre de mon livre en référence à Adolf Huxley. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on a envie de construire? L'autre problématique dans cette question du bébé à tout prix, c'est pas seulement qu'il soit parfait, quitte à faire un tri énorme, mais c'est aussi de le faire fabriquer à tout prix, y compris en utilisant des techniques qui font peser sur lui des risques importants pour sa santé. Là, ce sont des sujets que j'explique aussi dans mon livre, comme par exemple la fécondation à 3 parents. C'est cette fécondation qui utilise 2 ovocytes et un spermatozoïde pour concevoir un enfant. C'est aussi la question de la modification du génome qui aujourd'hui est possible sur les gamètes ou sur les embryons et qui est là est la porte ouverte au bébé à la carte. Et c'est aussi cette question importante des gamètes artificielles qui sont aujourd'hui objet de recherche. Ces gamètes artificielles qui laissent entrevoir la perspective, la possibilité technique. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, ça ne veut pas dire qu'on fera naître des enfants par ces techniques. En tout cas, je crois que plus on alertera là-dessus, et plus peut-être on évitera à l'humanité de tomber dans ce, on peut même pas dire travers, mais dans ce drame qui est la fabrication de bébés de cet ordre-là. Eh bien, avec ces gamètes artificielles, on a devant nous la possibilité de la procréation entre 2 personnes de même sexe, parce qu'on peut faire fabriquer un spermatozoïde à une femme en utilisant une cellule de sa peau. Ça, ce sont vraiment des recherches qui sont aujourd'hui en cours. Et je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et ça rejoint complètement la problématique exposée ce matin par M. Verjuli avec tellement de brio. Ces techniques que j'explique dans mon livre, ce sont des essais d'hommes. C'est même pas des essais sur l'homme, c'est des essais d'hommes. C'est des techniques qui font de l'embryon le cobaye de la technique qu'il a créée. Et cette FIV à 3 parents, il y a déjà des enfants qui sont nés en Ukraine, au Mexique. Et cette technique, elle est discutée en France. Tout ça, c'est des sujets que je n'ai pas peut-être suffisamment réussi à faire émerger dans ces états généraux, mais c'est des questions qui existent et qui sont largement poussées par l'INSERM et par d'autres structures. Donc je crois que c'est vraiment important de les connaître. Alors, je voudrais vous amener à réfléchir à cette idée du monde meilleur ou du monde des meilleurs en réfléchissant à notre devise républicaine. Est-ce qu'on va gagner en liberté? Est-ce que les parents, dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'on aura encore le droit de faire tranquillement nos bébés sous la couette sans y penser, dans l'abandon de l'amour et des corps? Ou est-ce que nous allons vers une problématique de bébés triés systématiquement? C'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Il n'y a qu'à voir déjà sur la question, par exemple, de la trisomie 21, à quel point la société est déjà organisée autour de cette problématique, eh bien de ne pas laisser passer finalement d'enfants qui seraient porteurs de cette maladie. Et pour les enfants ainsi conçus, est-ce qu'ils auront la liberté déjà de connaître leurs parents, de connaître leurs géniteurs, il faut dire, maintenant, ou leur histoire, leur généalogie, même leur histoire de conception, parce que l'histoire de la conception, elle compte dans la construction d'une personne. Et est-ce que ça va être si facile aussi pour un enfant de savoir qu'il existe parce qu'il a obtenu le droit de naître sous condition? Parce qu'en fait, il y a eu un contrat posé sur lui et parce qu'il a répondu à des critères qu'on a bien voulu lui attribuer. Est-ce qu'il pourra se sentir libre d'être lui-même et non pas ce que d'autres, la société, les parents, les biologistes, etc., les techniciens de la procréation auront voulu qu'il soit, au point de le sélectionner parmi d'autres ou au point d'intégrer dans son corps, dans sa biologie, dans son génome, un petit truc supplémentaire qui lui a donné le droit de vivre?
Est-ce qu'un jour, ces enfants vont contester leur mode de conception? Et est-ce qu'un jour, nous devrons défendre un droit à un héritage génétique non modifié? Une question que pose très intelligemment Jürgen Habermas et que je développe aussi dans mon livre. Est-ce qu'on va gagner en égalité? Alors, nous naissons tous libres et égaux en droit. Hein. C'est un article de la Déclaration des droits de l'homme qui fait aussi largement notre fierté. Hein. Mais nous ne naissons pas génétiquement égaux. Nous naissons génétiquement imparfaits, tous autant que nous sommes. Mais surtout, je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous naissons génétiquement uniques. Ce qui fait de chacun de nous une histoire sacrée. Et on a évoqué la biodiversité humaine tout à l'heure. Effectivement, la biodiversité humaine et le brassage génétique au moment de la fécondation est une richesse exceptionnelle. Mais il y a beaucoup d'enfants qui naissent, je l'ai dit, après avoir été génétiquement triés, sélectionnés. Ça revient à dire donc que beaucoup sont éliminés. Il y a du déchet humain dans tout cela. Il faut avoir le courage de le dire, je crois. Et même dans une PMA, on va dire classique, sans tout un tas de tri, les chiffres nous donnent, les chiffres de l'Agence de biomédecine nous donnent que pour une naissance, il a fallu fabriquer 18 embryons. Ces nouvelles technologies, elles créent de nouvelles discriminations. Et cette rupture d'égalité, puisqu'on réfléchit à l'égalité, elle n'intervient plus à la naissance. Elle intervient bien en amont, in utero. Elle intervient bien en amont, in vitro. Et elle intervient même maintenant, c'est peut-être le plus grave, dans la conception mentale qu'on a des générations futures. Est-ce qu'on va gagner en fraternité? Est-ce que dans le futur, les enfants, les personnes qui seront nées et qui portent une maladie qui aurait pu être détectée in vitro, est-ce qu'elles auront encore droit à la solidarité nationale? Je pense par exemple à la sécurité sociale ou aux mutuelles. C'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Moi, je crois profondément que protéger le plus petit d'entre nous dispose ensuite à protéger chacun d'entre nous. Et c'est ce modèle de société-là dont nous avons besoin, je crois. Une société qui soit ouverte et solidaire des plus fragiles. Alors que faire? Sur cette question de la devise, j'ai eu une discussion très intéressante avec Michel Joblot tout à l'heure, qui me disait, en fait, la fraternité, dans notre devise, c'est ce qui sauve les deux autres. Et je crois que c'est vraiment une pensée intéressante. Ça m'éclaire. Alors que faire? Je crois que nous devons encourager le législateur, mais vraiment l'encourager. Parce que on n'a pas à se sentir acculé, en fait, à nous aligner sur les moins-disants éthiques, ou à nous soumettre à ces lois du marché, ou à un pseudo-sens de l'histoire, hein, ou à nous laisser aussi duper par un pseudo-progrès. On n'a pas à se soumettre à des revendications que nous considérons profondément comme contraires à la dignité humaine. Je crois qu'on a aussi à rappeler que la loi, elle n'est pas au service de la science, elle n'est pas au service du marché. La loi, elle est au service de la protection des personnes. Sa mission à la loi, elle est de protéger les plus vulnérables. Et que ce n'est pas à la capacité technique d'ordonner à la bioéthique. Ces sujets, ils sont vraiment douloureux, hein, ils sont vraiment intimes, ils sont aussi vraiment épidermiques, on le sait. Hein. Et je crois que dans les sujets douloureux, eh bien, il faut faire attention à ce que l'émotion ne prenne pas le pas sur la raison, parce que les larmes deviennent des armes. Et celui qui souffre, on doit toujours le soutenir avec compassion, mais celui qui souffre, ça ne veut pas dire qu'il a raison. La souffrance, elle ne peut pas servir de passe-droit à des transgressions éthiques qui sont d'une portée encore bien plus large. Je crois que parfois, cette vérité, elle devrait être dite. Il y a certaines procréations qui ne sont pas possibles ou qui ne sont pas souhaitables. Je crois que cette vérité-là, elle libérerait vraiment la société, le politique, la science et la médecine de ce poids de penser devoir assouvir ce désir du bébé à tout prix. Je crois vraiment qu'il y a des limites sur lesquelles on peut s'accorder, tous s'accorder si on prend la mesure de la portée de ces enjeux. Ce sont vraiment des questions qu'on a le devoir de porter, car elles sont, je crois, le cœur même de notre projet de société. Voilà, je vous remercie. Je donc de préciser, comme vous êtes bien placé, pour nous parler de cette loi de bioéthique. Bonsoir à tous.
pourquoi nos médias ont restreint cette loi à un simple positionnement par rapport à la question de la PMA pour toutes. Cette loi est beaucoup plus vaste. Elle nous fait entrer de plein pied dans un monde cauchemardesque, celui de Bienvenue à Gattaca. Réveillons-nous, bougeons-nous, alertons nos amis femmes seules ou en couple homosexuel et en désir d'enfant, car cette loi leur fait endosser la responsabilité d'un cauchemar digne de la science-fiction et pourtant bien réel. Avec cette loi, nous entrons dans un monde, non pas du transhumanisme, qui en est pourtant la philosophie conductrice, mais d'un monde d'une para-humanité, d'une mascarade, maquillée en paradis pseudo-égalitaire, et qui n'est autre que l'enfer si bien décrit dans le film Gattaca, ou pour les plus littéraires d'entre vous, dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Dans cette belle ville de Lyon, au lieu de la gastronomie française et des débuts du cinéma, je vous propose un éclairage sur cette loi sous la forme d'un menu. Attaquons l'apéro. Pour l'apéritif, l'État offre de faire prélever et de conserver les gamètes de nos jeunes adultes français, ici présents, sans aucune indication médicale. La descendance de vos enfants leur sera extraite, stockée, sous la responsabilité de l'État. Ce n'est pas du on rase gratis, mais c'est du on s'occupe désormais de votre descendance. Pire invasion qu'une mainmise sur la descendance, je ne vois pas. Où sera le droit des femmes à disposer de leur corps? Avec cette loi, c'est l'État protecteur qui se transforme en État géniteur. Le stockage des spermatozoïdes a des conséquences terribles, comme on le voit dans le monde, chez nos voisins, avec ces donneurs qui se retrouvent le père de centaines, voire de milliers d'enfants, comme c'est le cas en Hollande. En France, il n'y a qu'un pas vers ce type de triste record de descendance démesurée. Vous pourriez être tous les enfants de ce jeune homme-là, Gilles de Fromont, il ne l'a peut-être pas dit à sa femme, mais vous êtes plus de 1000 ici, vous pourriez être sa descendance, avec toutes les conséquences que ça représente sur la consanguinité. Mais qui en parle? Pour les femmes, c'est la suppression de toute possibilité d'avoir des enfants naturellement, parce que le traitement hormonal comporte tellement de risques et d'effets secondaires qu'on se demande pourquoi on n'en entend pas plus parler. Des gamètes prélevées sous la responsabilité de l'État, pardonnez-moi cette digression certainement malvenue, mais quand on voit comment l'État français s'occupe de son patrimoine immobilier, je veux parler de Notre-Dame de Paris, on a de quoi trembler. Nous attaquons après l'apéro l'entrée. Dans cette entrée, l'État systématise le tri d'embryons au moyen de diagnostics préimplantatoires sur une liste de critères qui ne sera pas présentée aux Français, mais qui sera aménageable par le ministre de la Santé, par le ministère de la Santé. On nage en plein fantasme du bébé à la carte. Bien sûr, il est difficile de se représenter l'étendue de ce tri, tant cela semble abstrait. Et pourtant, ce tri concerne déjà plus de 300 000 embryons stockés à moins 196 degrés Celsius selon des vieux chiffres de 2016. Qu'en ont fait nos voisins? Ils trient bien entendu sur le sexe, mais aussi sur la petite taille, sur le strabisme, ou parfois trient pour que les enfants soient porteurs des mêmes handicaps qu'eux-mêmes. Ils trient. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire détruire la vie des embryons. Et ces embryons, vous le savez, c'est vous, c'est moi. Ce sont ces hommes et ces femmes qui, vivant avec un handicap, nous stimulent à nous dépasser comme eux-mêmes se dépassent.
Après la suppression du droit des femmes à disposer de leur corps, quelle est la liberté de la mère face à ce tri? À mon avis, aucune. Et je sais de quoi je parle, ayant moi-même eu moi-même à subir la pression du corps médical alors que je refusais de faire les examens sur l'enfant que je portais et qu'on suspectait anormal. Bravo. Cette entrée, vous l'entendez, n'est pas surprenante compte tenu du fait qu'en France, nous détenions déjà le triste record du monde de la sélection prénatale. Je dis bien sélection et non diagnostic, car c'est bien pour proposer une interruption médicale de grossesse que la loi aussi institutionnalise en supprimant le délai de réflexion qui était pourtant d'1 semaine. En plat, au choix, supprimez vos embryons ou donnez-les à la recherche. À la recherche, leur sort est encore prolongé dans le temps puisqu'on les laisse se développer jusqu'à 14 jours. 14 jours, vous savez, l'embryon humain, lui, il est déjà d'habitude bien niché dans l'utérus de sa mère depuis plus d'une semaine. Il est déjà visible à l'œil nu. Son cœur est formé et les tissus qui permettent le dessin de son visage sont déjà en place. Oui, mais ce n'est pas tout. Par simple déclaration, je peux, en tant que chercheur, utiliser cet embryon que vous donnez à la recherche pour créer des gamètes artificielles de vous, sur lesquelles vous n'aurez plus de droit, car vous avez donné votre embryon à la recherche. Par cette loi, je peux vous créer des embryons transgéniques, que j'ai appelés dans une tribune au Figaro avec des collègues, les humains génétiquement modifiés, les HGM ou les bébés OGM. Par cette loi, je peux aussi créer des embryons chimères homme-animal. Par cette loi, la porte au clonage, qui était déjà ouverte depuis 2004, devrait logiquement s'ouvrir plus largement grâce à cet accès facilité aux ovocytes. Je vous le disais en préambule, alertez les femmes car elles pleureront lorsqu'elles réaliseront le cauchemar qu'on leur a fait endosser par cette promesse du pour toutes. Et nous pleurerons avec elles sur cette para-humanité dont je vous parlais, que par notre passivité, nous aurons laissé voter, institutionnaliser pour nos enfants, devant nos yeux, sans rien faire, et pire, en n'osant rien dire. Et c'est là une grande erreur que de ne pas dire inlassablement les vérités que chaque homme, chaque femme de notre terre, depuis la nuit des temps, anticipait intuitivement. La peur des chimères homme-animal, si présente à la mythologie de chaque culture. La peur du clonage, tout aussi présente. Des craintes à mettre en perspective de l'énorme avancée dans la civilisation humaine que fut le jour où on a compris qu'aucun être humain ne pouvait être l'esclave de l'autre. Ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni un embryon. Dessert. Pour le dessert, eh bien, c'est l'institutionnalisation comme moyen de reproduction largement répandu des techniques d'assistance à la reproduction. Et hop, on sort, excite toute indication médicale, nous ne sommes plus dans le soin, ni dans la prévention. Tout cela est remboursé, mais c'est de l'augmentation dont on parle, l'augmentation de nos capacités et tout le mépris de l'enfant à naître réduit à un objet de désir. Et pourtant, comme une cerise sur le gâteau, la PMA pour toutes, ou pas d'ailleurs, passe totalement sous silence les problèmes de santé publique que pose cette technique. Sur la femme, les risques que lui font courir le traitement hormonal de choc, qui lui fait pondre l'équivalent d'1 an de cycle menstruel sans certitude de réussite. Sur le couple, avec un impact psychologique connu sur la sexualité des couples, sur la diminution de leur désir qu'ils attribuent à l'intrusion du médical dans leur vie sexuelle, sur leur vie relationnelle, qui se retrouvent bousculés, avec un sentiment d'abandon du conjoint, comme des amis ou de la famille proche
qui ne peuvent pas comprendre sur l'enfant. Des maladies épigénétiques et certains cancers, mais aussi la capacité de ces enfants, la capacité future à avoir eux-mêmes des enfants naturellement. Car ces enfants seront pour beaucoup d'entre eux infertiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands experts actifs en biologie reproductive de l'université de Newcastle. En fait, vous l'avez compris, sans que personne n'ose le dire, la PMA représente un enjeu de santé publique. Et enfin, aucune illusion n'est permise. Par les principes d'égalité qui sont les nôtres, la PMA pour toutes ne peut pas un instant se concevoir sans PMA pour tous. Et le défaut d'utérus des hommes ayant pour double conséquence celle du développement accéléré d'utérus artificiels. Et dans le monde, la compétition scientifique à développer cette prouesse technique a déjà débuté et elle permet déjà d'assurer les tout débuts et les fins d'une gestation. Deuxièmement, celle du recours à la location d'utérus de femmes nécessiteuses, la fameuse GPA, gestation pour autrui, car on ne se leurre pas. Comme le dit si joliment Sylvia Lagaginski, on n'a encore jamais vu une femme riche porter un enfant pour un couple commanditaire plus pauvre. Amis lyonnais, qui connaissait si bien le théâtre de Guignol, vous voyez se jouer devant vos yeux une triste pièce où l'habile Guignol se joue de nos pauvres députés devenus ses marionnettes. Si nos députés si nos députés acceptent ce rôle, endossent ce rôle de marionnette, il faut pourtant qu'ils comprennent qu'ils seront responsables face à leurs enfants qui leur demanderont des comptes. Sans être de grands historiens, nous pouvons anticiper de futurs procès internationaux, de l'envergure des grands procès historiques internationaux, des pages sombres de notre histoire. Mesdames, messieurs les députés et sénateurs, si vous m'entendez, tremblez, vous qui allez voter ce projet de loi bioéthique. Tremblez que votre vote ne brise définitivement la porte de la boîte de Pandore, l'empêchant à jamais d'être refermée. Tremblez de honte ce jour-là, car vous serez devenus les marionnettes ayant conduit la France pour toujours à effacer le mot fraternité de sa devise républicaine. Tremblez par avance de ce jour où l'histoire de notre humanité attend de votre courage un sursaut de conscience, de votre sens de la responsabilité. Les lois concernant la bioéthique ont pour but d'encadrer le développement de ce progrès pour protéger les droits fondamentaux de la personne. Le projet de cette loi Gattaca n'encadre pas. Vous l'avez entendu, par ce menu, il supprime les interdits en ne créant aucun système de surveillance. Cela fait peur et pour finir, je voudrais aller sur une note positive. Oui, il y a d'autres perspectives, notamment pour nos amis les députés et les sénateurs, en exigeant d'un point de vue juridique le strict respect et la parfaite conformité de cette loi par rapport aux conventions internationales que sont la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention d'Oviedo, le Code de Nuremberg. N'est-il pas attendu que la France les respecte? Il y a d'autres perspectives en levant le voile sur des vérités cachées aux Français. Ainsi, au lieu d'éduquer uniquement nos enfants sur les moyens de contraception et de la PMA, pourquoi ne pas avoir une politique de lutte contre l'infertilité qui passe par éduquer sur leur fécondité, l'importance notamment de leur horloge biologique. Et si ce n'est pas à l'école qu'ils l'apprennent, alors dites-leur, vous qui m'écoutez, dites-leur qu'à 30 ans, leur fertilité aura chuté de moitié par rapport à celle qu'ils avaient à 25 ans. Dites-leur que 40% des femmes qui ont eu une fécondation in vitro ont plus de 35 ans. Dites-leur qu'en ayant des rapports tous les 3 jours pendant un mois, on passe d'une infertilité quasi totale à 15 à 20% de chances de grossesse, soit les mêmes taux de réussite qu'une PMA qui aurait été réalisée dans les conditions idéales.
d'autres perspectives en refusant l'adage comme quoi la famille française a changé. Alors que les chiffres de l'UNAF parlent d'eux-mêmes, 75% des 18 millions de familles recensées en France ont un mode de vie où les enfants de moins de 18 ans vivent avec leurs 2 parents. C'est d'un État responsable dont nous avons besoin. Un État responsable qui aurait à cœur d'instituer une surveillance et une vigilance sur ces enfants issus de PMA qui n'existent même pas en France alors qu'elle existe dans d'autres pays. Enfin, en laissant éclater qu'il n'existe pas d'enfants parfaits. Ça, c'est la bonne nouvelle, car par chance, nous sommes tous profondément mutés et sur des gènes liés à des maladies. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe donc ni un référent génomique d'un génome normal, ni un référent humain de quelqu'un, d'un homme qui pourrait vous dire « je suis parfaitement normal ». Aujourd'hui, nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement soutienne notre point de vue, puisqu'au lieu de rassembler, il a choisi de légiférer en ne tenant aucun compte de la voix des Français. Nous l'avons vu hier par le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qui n'a rien changé de l'article 1 de ce projet de loi. Mais nous espérons qu'il prenne conscience de sa responsabilité devant l'histoire. Merci vraiment, chère Alexandra. Je suis heureux de parler avec vous. Enfin, je suis aussi heureux d'intervenir après de nombreux orateurs, parce qu'on a eu vraiment un panorama très intéressant qui nous a été brossé jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai fait volontairement le choix de ne pas utiliser de papier et de choses fixes, mais plutôt de laisser aller la réflexion, essayer de partager. Je propose d'aborder en 3 temps. Le premier temps, en tant que médecin, c'est d'accueillir la souffrance. Le deuxième, c'est il est possible de restaurer la fertilité. Et le troisième, c'est l'écologie dans tout ça. Et donc, la première chose, c'est que le soignant, mais aussi l'hôpital, le système de santé, doit avant tout accueillir la souffrance. C'est son rôle. Quelqu'un ne va pas bien, un couple souffre parce que ça fait 2 ans qu'ils attendent, le petit enfant tant espéré ne se présente pas, tout le monde regarde le ventre de la maman. Nous, avec mon épouse Isabelle, nous accueillons chaque semaine au moins 1 ou 2 couples, soit pour aider à la régulation de naissance, soit en situation de stérilité. Et nous voyons des jeunes femmes qui arrivent en disant « moi je ne peux plus, on regarde mon ventre et le mari, on le voit, est à l'écart, ils sont en grande souffrance ». Donc notre rôle de soignant, c'est avant tout d'accueillir la souffrance. Et donc, accueillir la souffrance, eh bien, c'est se mettre au service de celui qui souffre. Et donc, il est évident que le système de santé, ceux qui sont des confrères médecins, pharmaciens, biologistes, infirmières, sages-femmes ici, ont comme raison de faire ce métier que de soulager la souffrance. Il faut donc tout faire pour accueillir tout d'abord cette souffrance, puis agir pour restaurer ce qu'on peut restaurer. En effet, il y a une médecine de restauration de la fertilité. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler sous le nom de naprotechnologie. C'est comme cela que les choses se sont bien structurées et ont bien évolué au cours des 40 dernières années aux États-Unis, puis en Irlande et maintenant progressivement dans le reste de l'Europe. Il y a donc une offre ténue, il y a peu de soignants encore, mais il y a une offre de naprotechnologie.
qui se diversifie maintenant sous le vocable « restauration de la fertilité ». Je reviens un petit instant sur le mot PMA. Vous savez que ce mot est très beau. Je crois savoir que le professeur David, qui était un juif pratiquant, a participé au choix de ce terme. Procréation, c'est beau. C'est que ce n'est pas fabrication, ce n'est pas reproduction, c'est procréation. Procréation médicalement assistée, pas remplacée. Donc ce terme était tout à fait choisi. À mon avis, j'ai connu cet homme, choisi à bon escient. Il s'agissait d'assister la procréation. En effet, les couples sont procréateurs avec le Créateur, n'est-ce pas? Au service du Créateur. Et donc ce terme est très beau. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce joli terme. Ils ont assistance technique à la reproduction, ce qui est fort différent. Assistance technique, on voit FIV, insémination, à la reproduction. C'est pas beau, hein? Et donc, en fait, vous voyez, nous sommes gâtés. Et je propose que de la même manière qu'on a travaillé sur fraternité, liberté, égalité, eh bien, on garde ce terme procréation médicalement assistée, éventuellement, mais en donnant la profondeur de sens. Il s'agit d'une procréation médicalement assistée, et le corps médical est là pour assister, vous voyez, assister médicalement, ça peut être chirurgicalement, c'est au sens large du terme, la procréation. Et comme l'a dit Blanche, la merveille, c'est que la procréation se fait sous la couette. La procréation se fait sous la couette. La création, le Créateur, a voulu que nous naissions d'un désir, d'un amour, d'un désir d'amour, d'un désir être ensemble, désir avoir une union intime, charnelle. Et nous, on n'était peut-être pas désirés. Vous voyez, par exemple, moi, je suis le 4e d'une fratrie qui était prévue pour 3. Il y avait 3 chambres à la maison pour les enfants. Et je suis le 4e. Alors, un jour, j'ai demandé à ma grand-mère, mais dis-moi, comment ça se fait qu'ils ont fait que 3 chambres? Elle a éclaté de rire et elle a dit, mon pauvre René, nous t'aimons encore plus que les autres. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est qu'on t'aime encore plus que les autres, mais 3 étaient prévus. Voilà. Mais tout cela s'est fait sous la couette. Donc j'ai été aimé, n'est-ce pas? Je n'ai pas été voulu, mais j'ai été aimé, n'est-ce pas? Et nous voulons être aimés. Donc la restauration de la procréation est une médecine en plein développement. Et pour vous l'imager, pour vous l'illustrer, eh bien, au mois de novembre, puis janvier et avril, il y a à l'université Claude Bernard Lyon 1 une formation 3 fois 3 jours pour les médecins, les sages-femmes et les monitrices en méthode naturelle. Donc une formation à la restauration de la fertilité donnée par les meilleurs. Les 3 premiers jours, ce sera la personne qui a le plus publié sur le sujet au monde, Phil Boyle, et puis les 2 fois 3 autres jours, ce sera un dialogue avec les professeurs de l'université Lyon 1 entre des gens qui restaurent et des gens qui remplacent. Car il s'agit de ça. Soit on remplace l'union intime, soit on la restaure. Est-ce qu'on restaure la possibilité du couple à procréer ou bien on capitule et on remplace? Et si on est très inquiet, c'est parce qu'on voit qu'en remplaçant par des techniques, on se trouve dans une situation terrible où on ne sait plus où s'arrêter. Et chaque 2 ans, on devra s'arrêter contre une nouvelle catastrophe. Vous le comprenez. Donc là, il y a une ligne rouge, mais on aura des lignes rouges grenats d'ici 2-3 ans, parce que ça s'effondre, n'est-ce pas? Nous avons pris quelqu'un en stop la semaine dernière avec mon épouse, un jeune absolument adorable, mais bien perdu dans sa tête. Et
qui nous expliquait que maintenant, la famille, il va falloir inclure les animaux domestiques. Mais vous savez, c'est sérieux, j'ai participé comme président de jury à une thèse vétérinaire il y a 10 jours sur le thème maltraitance humaine, maltraitance animale. Et dans tous les travaux récents, il a été décidé d'appliquer le questionnaire aux adultes, aux enfants et aux animaux, mais pour les enfants, on applique le même questionnaire que pour les animaux, car il est prévu qu'on intègre progressivement les animaux dans la famille. Donc, chaque 2 ans, nous allons nous retrouver, souffle fragile, pour lutter contre, à nouveau, une nouvelle dérive. Bon, merveilleux, ça nous donne l'occasion de parler. On va pouvoir aller dans la rue à l'automne ou au printemps grâce aux gens qui nous indiquent les bons lieux de se rencontrer, n'est-ce pas? Et on va pouvoir comme ça annoncer la beauté. Annoncer la beauté. Donc, on peut restaurer la fertilité. Et vraiment, c'est une médecine qui est nouvelle, qui se développe. Elle n'a que 40 ans. Donc, en Europe, elle a 15 ans. Les statistiques sont vraiment très encourageantes. On ne pourra pas remplacer un utérus, c'est sûr, mais on peut restaurer tellement de choses. Donc, toujours est-il, on peut être aux côtés de celui qui souffre. Après, quand j'ai téléphoné à Raphaël pour lui demander, ou je lui ai fait par email, mais de quoi tu veux que je parle? Parce que il m'a dit, mais alors on a parlé de la PMA. En gros, il m'a dit, écoute, explique-leur pourquoi c'est jamais bon. N'est-ce pas? Alors donc, je vais essayer de pourquoi il est toujours bon de faire autrement. Hein? Vous êtes d'accord? Et donc, en fait, la question, c'est la question d'écologie humaine, qui, moi, je trouve, est un bon outil de réflexion. Vous voyez, l'écologie humaine, c'est tout notre bon sens qui nous a été transmis par nos parents, nos grands-parents. Cette jugeote, on sent tellement vrai, mais on se tait parce qu'on a l'air de nous prendre pour des ânes. Pourtant, on sent au fond que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est là samedi après-midi, pendant que tous les autres sont en train de se balader. Mais on a du mal à théoriser. Oui, mais si on ne théorise pas, qu'est-ce qui va se passer? On est dans un monde d'opinion où on est désemparé, on ne peut plus que s'envoyer des invectives. Et on est désemparé, on n'a pas d'outils rationnels. Et l'écologie humaine et la grammaire de la vie ont été proposées par des intellectuels, notamment la grammaire de la vie, comme nouvelle manière de parler de la loi naturelle. La grammaire de la vie. Ce n'est pas lire dans le mar de café, c'est lire dans le réel. Voir ce qui nous est donné, dans le réel. La semaine passée, quelqu'un qui va être interrogé par le comité national d'éthique, dans quelques jours, m'a joint pour me demander qu'est-ce qu'on dit pour la chose suivante, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quelle est la chose suivante? Ils vont être interrogés sur la proposition qui va être faite, très probablement, de congeler les embryons des jeunes femmes. Les jeunes femmes demanderont une congélation de leur embryon pour pouvoir faire leur carrière et après leur carrière, avoir leurs enfants. Et moi, je vais participer à 2 jours de travail. Pardon, merci, les ovocytes. Je vous remercie. C'est une affaire qui date de longtemps, parce que l'INSERM a organisé 2 jours, déjà sur la demande du gouvernement il y a 15 ans, auquel j'avais participé. Et le comité avait décidé, ça ne sert à rien, mais ça n'empêche pas, la roue tourne, et maintenant ça va se faire. Hein. Et donc, on m'a dit, que pensez-vous que nous devons dire? Un petit instant d'écologie humaine. La ménopause existe dans une 40aine d'espèces animales ou humaines. Une 40aine ont une ménopause. Mais il n'y a que la femme pour laquelle la ménopause survient longtemps avant la fin de l'espérance de vie. Et les biologistes montrent que plus le temps de ménopause s'allonge, plus le temps d'enfance peut s'allonger.
Je résume, les grands-mères sont indispensables pour l'enfance. L'évolution des espèces a permis l'allongement de l'enfance grâce à l'allongement de vie des femmes après la fin de la fertilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Grâce aux 25-30 ans de survie des femmes après leur ménopause, elles ont permis l'allongement de l'enfance, qui est un cadeau extraordinaire pour l'espèce humaine, parce que tout ce qu'on peut faire comme transmission de la vie dans cette enfance, c'est la clé de l'humanité. Vous voyez, la biologie a fixé un âge de fin de fécondité pour permettre la vie d'autres, de la nouvelle génération. Nous sommes les uns pour les autres. C'est le premier mot de l'écologie humaine. Nous sommes les uns pour les autres, dans toute l'écologie humaine. Nous, les anciens, nous sommes pour les jeunes. Nous sommes à leur service dans l'écologie humaine. Et les jeunes sont pour nous. Écoutez, nous avons beaucoup de petits-enfants, nous avons 14 petits-enfants, et on voit bien qu'il suffit qu'on apparaisse même sur Skype pour que les enfants soient fous de joie. Tous les grands-parents là le savent. Mais il suffit même qu'on nous dise leur nom pour que nous soyons fous de joie. Nous sommes les uns pour les autres. Ils sont pour nous, nous sommes pour eux. C'est comme ça que ça marche dans l'écologie. Et nous sommes les uns par les autres. C'est-à-dire que nous sommes grands-parents parce que nos enfants ont transmis la vie. Et nos enfants peuvent avoir plus d'enfants parce que nous sommes là pour les aider. Nous sommes les uns par les autres. Je suis papa par mon épouse qui m'a donné des enfants. Elle est maman parce que j'étais là. Regardez comme c'est extraordinaire. L'homme, les femmes disent parfois, bah oui, il est vraiment toujours pareil, comme le prix des allumettes. Hein, il ne change pas, mon homme. Hein. Il est toujours pareil, comme le prix des allumettes. Tu as jamais entendu ça? Tu l'as jamais entendu, Raphaël? Moi, on me l'a déjà dit, hein, tu ne changes pas. C'est pas flatteur quand c'est dit comme ça. Tandis qu'on dit, la donna est mobilée, la femme est changeante. Eh bien oui, c'est ainsi dans la nature. Les femmes sont changeantes comme les saisons sont changeantes. Il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on s'en trouve bien. Dans les familles, les femmes sont là pour mettre les saisons de la vie. Il y a un moment où, subitement, il faut tout nettoyer. Elles se mettent à nettoyer les carreaux, elles se mettent à vouloir sortir, etc. Et il y a un moment, au contraire, où la poule, il faut voir plus loin. Qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans? Qu'est-ce que le petit fera pour ses études? C'est les 3 temps de la vie de la femme. Des temps de calme, des temps d'allure féminine extraordinaire et des temps de maternité. Le cycle féminin donne à la famille des temps de repos, des temps de féminité et des temps de maternité. Mais pour qu'elle puisse le vivre, il faut que nous, les hommes, on soit un peu stables. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on fait de la barque, vous savez, avec ma femme. Quand elle bouge, moi, je stabilise. Vous comprenez? Mais si avec moi, on ne bougerait jamais. Vous voyez? Ça, c'est de l'écologie humaine. Nous sommes les uns par les autres et nous sommes les uns pour les autres. Troisième grande dimension de l'écologie humaine. La vulnérabilité est le cœur même de la vie. La vulnérabilité est le cœur même de la vie. Pourquoi vous croyez qu'on est là? Parce que le monde va mal. Alors on se mobilise. Sinon, on resterait à prendre de l'arthrose dans notre fauteuil. Mais comme ça ne va pas, on se bouge. Qu'est-ce qui fait? C'est la vulnérabilité qui nous met en mouvement. C'est parce que nos enfants tirent un peu le diable par la queue financier qu'on se met à faire des confitures. Vrai ou faux? Hein? En fait, la vulnérabilité est le secret de la vie. Donc, la vulnérabilité, surtout ne la supprimons pas. C'est le cœur même de la vie. Imaginez-vous si on supprimait la vulnérabilité des fleurs. Vous remplacez toutes les belles fleurs de votre jardin par des fleurs en plastique. Plus besoin de les arroser,
Rien à faire au printemps, juste un jet d'eau comme ça pour nettoyer. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais parce que la vulnérabilité des fleurs nous met en mouvement. Moi, je réfléchis déjà comment je ferai mon jardin l'an prochain. Ah, sûrement, je ferai mieux que cette année. Il y aura les tomates ne prendront moins de mildiou. Eh oui, c'est la vulnérabilité qui nous met en mouvement. Sinon, il n'y a plus de vie, n'est-ce pas? Et donc, oui, ces personnes qui demandent qu'on leur donne des enfants sont dans une situation de grande souffrance. Ils vivent une sorte d'attachement entre deux personnes du même sexe. On dit homosexualité, je trouve personnellement ce terme vraiment maladroit. C'est de l'homogénitalité éventuellement, mais ce n'est pas de l'homosexualité, parce que la sexualité, c'est tout simplement ce qu'on peut vivre qu'en étant différent. C'est mon incomplétude que j'allie à l'incomplétude de l'autre, mais qui ne sont pas que des incomplétudes, des merveilles. C'est ma stabilité d'homme que j'allie au mouvement odulant de ma femme, et grâce à ça, tous les deux, on a pu faire vivre une famille. C'est donc ça, n'est-ce pas? Et pas de chance, ils se trouvent embringués dans une affaire compliquée où ils n'auront jamais d'enfants, parce qu'ils essayent de faire comme un couple, mais ils ne sont pas un couple, c'est très dur pour eux, et donc ils font appel à nous. On ne peut pas, à mon avis, vraiment faire que de dire non. Il faut proposer une écologie humaine et montrer la place qu'ils peuvent trouver. Ils sont aimés, ils sont nos frères, on va en prendre soin. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas, en tant que médecins ou citoyens, nous n'avons aucune proposition rationnelle à faire, nous n'avons aucun critère pour justifier les lois, si ce n'est « Ah non, touchez pas à ça, touchez pas à ça ». 2 ans plus tard, vous avez touché à ça. Ah non, ne touchez pas à ça. Mais attendez, si nous ne philosophisons pas pour proposer, faire une proposition humaine rationnelle, c'est la désespérance totale. Donc, il y a vraiment un très beau mouvement, notamment Alliance Vita est à la pointe de tout ça pour l'écologie humaine, mais il ne faut pas craindre de l'élargir au sens de... personnellement, je suis allé donner 3 jours pour les gynécologues en Russie, à Smolensk, aux gynécos et sages-femmes, je leur ai fait comme cours l'écologie humaine pour la gynécologie. On ne s'est pas ennuyé, parce que c'est fantastique. L'écologie humaine est une clé de décodage pour la gynécologie. Je pense qu'il faut vraiment s'emparer, travailler, vous voyez, regarder. C'est pas dans la tête, c'est regardons ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes, et voyons la grammaire de la vie, ce qui est écrit dans cette vie, pour voir, parce que si je connais les grammaires, je pourrais un jour faire de la poésie, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'ai parlé 20 minutes, 54 secondes. Je vous propose encore 3 minutes pour respecter le temps de parole. Donc, j'ai essayé de vous transmettre qu'il me semble qu'il faut qu'il y ait ces luttes légales, qu'il y ait ces luttes sociales que nous vivons. Mais il faut en parallèle que nous, médecins, notamment, soignants, mais tout le monde, nous travaillons sur une proposition effective de grammaire de la vie et d'écologie humaine. Ainsi, nous pouvons, chacune de nos disciplines peut très bien, à nouveau, reprendre part au débat, en étant autre chose que des Neinsager. Non, 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 c'est oui. Oui à la vie, oui à la vulnérabilité, tu as besoin de moi, je suis là pour t'écouter. Les enfants, vous voyez ce que je veux dire? Prenons, donc en somme, les 5 points clés comme ça pour vous résumer de l'écologie humaine, si vous voulez vous souvenir. La vie est un don merveilleux, qu'elle soit biologique, humaine, la vie est un don merveilleux. 2e point, mais elle est vulnérable. Et c'est ce qui en fait la beauté et la force. Elle est vulnérable. Et du coup, on peut lui nuire. On peut nuire beaucoup. Nous, les humains, nous sommes donc appelés à la protéger. Mais pour bien protéger quelque chose dans la vie, il y a des règles à suivre. Et de la même manière que la jeune génération nous pousse à trier nos déchets, chez nous, si on ne trie pas les déchets, ça chauffe. Hein. Si on gâche trop l'eau en lavant la vaisselle, ça chauffe. Les jeunes générations sont motivées. Eh bien, il y a des règles à suivre aussi en écologie humaine. Alors,
lisons-les, si vous voulez, vous pouvez lire, j'ai écrit un petit livre là-dessus, petit manuel d'écologie humaine. Je prépare un livre sur les fondements biologiques de l'écologie humaine, c'est passionnant, absolument passionnant. Et je vous propose que chacun de nous s'empare de cette idée de grammaire de la vie. Et comme je pense parler, personnellement je suis catholique, et la grammaire de la vie, Benoît XVI en a parlé plusieurs fois comme un challenge très important, et l'écologie humaine, en 91, le pape Jean-Paul II a écrit sur ce sujet. Donc il me semble qu'a priori, on est en bonne voie si on travaille sur l'écologie humaine et la grammaire de la vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup et merci à Claudette et Gavroche d'avoir organisé ce rassemblement local qui nous lance dans la mobilisation. Alors de quoi est-ce que nous parlons ce soir? De l'extension de la PMA aux couples de femmes, ça c'est la partie visible, mais aussi aux femmes seules et aussi aux couples fertiles, autrement dit à tout le monde, avec donneur dans une branche, les deux, avec une mère ou deux, avec un père ou pas, en fonction du désir ou du projet de chacun. Alors le but de mon propos, c'est juste de clarifier un point. Il est martelé partout, comme d'habitude, que ce projet de loi ne changerait rien, ou en tout cas pas grand-chose. En effet, des enfants existent déjà, qui n'ont pas de père. Alors un peu plus, un peu moins, bon... D'ailleurs, les femmes françaises vont déjà à l'étranger se faire inséminer, alors finalement. Hein. Quant à vous qui êtes là, peut-être pour certains par hasard, en quoi est-ce que ça vous concerne ? Alors est-il vrai que ce projet ne change rien? Eh bien non, ça n'est pas vrai. Parce que l'absence de père, qui est en effet une réalité, un fait, n'équivaut pas du tout à l'interdiction légale de père, à l'effacement par le droit de la branche paternelle. Quelques exemples pour réaliser l'ampleur de ce qui est en train d'être voté. Je m'adresse pour commencer aux hommes. Parce que ce que le Parlement est en train de dire, c'est que vous ne servez à rien. Que dans l'éducation d'un enfant, la construction d'un ado, les relations avec des petits-enfants, les pères sont une option. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas une option, une case qu'on coche ou qu'on coche, enfin que la femme coche ou ne coche pas, eh bien écrivez à votre député pour le lui dire. Ah non mais pardon, excusez-moi. La loi, en fait, elle se rappelle que les hommes existent parce qu'elle a besoin de leurs gamètes. Les parlementaires ont-ils prévu de donner leur sperme pour que la loi qu'ils sont en train de voter soit mise en œuvre? Est-ce qu'Emmanuel Macron a l'intention de donner ses gamètes? Ah non, non, on n'en veut pas. En tout cas, il n'a rien annoncé en tout cas. Donc c'est vous, les citoyens, qui allez être sollicités. Or, les dons de sperme sont déjà insuffisants en France. Est-ce que c'est parce que les Français ne seraient pas généreux? N'est-ce pas plutôt parce que le fait d'engendrer un enfant emporte une responsabilité à son égard et que le désengagement du donneur est contre nature vis-à-vis de l'enfant? Donc il va falloir motiver les donneurs. Et pour les motiver, on sait très bien qu'on va finir par les rémunérer. Alors si vous ne voulez pas du marché du sperme, des organes, des enfants, eh bien là encore, à vos claviers et écrivez à votre député. D'ailleurs, les donneurs, enfin futurs vendeurs de sperme, est-ce qu'on leur dit vraiment la vérité? Le projet de loi ne peut pas nier la souffrance qui vient du don de sperme. Parce que la première génération des enfants qui est aujourd'hui adulte, elle témoigne, elle exprime cette souffrance. Le législateur tente, je dis bien tente, de remédier à cette souffrance qu'il a lui-même créée en concédant la levée de l'anonymat. C'est-à-dire à 18 ans, l'enfant, s'il le veut, aura accès à l'identité du donneur. Mais qui peut sérieusement croire qu'une information, un nom, un prénom, à 18 ans, est de nature à compenser toute une enfance, toute une adolescence et ensuite toute une vie sans lignée paternelle? Bon, mais revenons aux donneurs.
Parce que les donneurs vont désormais consentir à cette future levée de l'anonymat à 18 ans. Bon, mais qui a une seconde réfléchi à ce que signifie la levée de l'anonymat? Le jeune à 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Est-ce qu'il va vouloir rencontrer le donneur, le connaître? Quel genre de relations vont bien pouvoir s'établir entre lui et l'enfant et avec les autres enfants que le donneur aura très souvent eu entre-temps? Est-ce que les donneurs sont prêts à voir débarquer chez eux une dizaine, une quinzaine de gamins qui leur ressemblent là? Pour l'instant, on leur dit qu'il n'y aura pas d'action en recherche de paternité. C'est écrit dans la loi noir sur blanc. Ah ouais? Eh bien c'est ce qu'on verra. Hein? Parce que la privation légale de père, c'est contraire aux droits de l'enfant. C'est contraire aux conventions internationales qui ont une valeur supérieure à la loi nationale. D'ailleurs, voyez ce qui se passe pour l'anonymat. Il y a 30 ans, l'anonymat était intouchable, définitif. Déjà aujourd'hui, on revient dessus. Alors certes, aujourd'hui, les jeunes qui sont issus des dons, pour ceux qui s'expriment, ils sont très clairs. Ils ne recherchent pas un père dans la personne du donneur. Parce qu'un père, disent-ils, j'en ai déjà un. C'est mon père légal, celui qui m'a éduqué, qui m'a aimé, etc. Très bien. Mais justement, les enfants à venir des PMA sans père, eh bien eux, ils ne pourront pas en dire autant. Un père, j'en ai déjà un. Parce qu'ils n'en auront pas. Et pas besoin d'une boule de cristal pour prévoir que certains de ces enfants chercheront auprès de leur géniteur, qu'on appelle le donneur, la lignée paternelle qui leur manque. Alors, pas d'action en recherche de paternité, c'est ce qu'on verra, et il y aura des surprises. Et action en recherche de paternité, pension alimentaire, remboursement des frais d'éducation, etc. Ça, il faudrait peut-être le dire aux gens, hein, quand on leur demande leur gamète. Alors, vous qui m'écoutez, peut-être que vous vous sentez toujours pas concerné. Vous vous dites, moi, j'ai aucune intention d'aller fabriquer un enfant issu d'un donneur. Je n'ai pas du tout l'idée d'aller donner mes gamètes pour concevoir un orphelin. Alors, mais comment ne pas voir que la société entière, c'est-à-dire nous, est concernée, est impliquée? La filiation change de sens et ça impacte tout le monde. Je vais donner un seul exemple pour l'illustrer. Aux États-Unis, qui sont en avant, c'est-à-dire en retard, hein, dans la protection des droits de tous, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans les tribunaux et qui va nous arriver à nous très rapidement. Un homme en couple avec un homme s'est mis d'accord avec une femme, elle-même en couple avec une femme, pour avoir un enfant. Ils ont eu un enfant. Jusque-là, ça ne regarde pas la loi. Un homme et une femme ont un enfant et le fait qu'ils soient homosexuels ne relève de leur vie privée et n'intéresse pas l'état civil. Mais il se trouve que le père avait un compagnon et qu'il s'est séparé de lui peu de temps après la naissance de l'enfant. Et le compagnon, qui s'est considéré investi dans le projet auprès de l'enfant, a demandé en justice à être reconnu comme deuxième père et troisième parent. Les parents biologiques se sont opposés à sa demande. Pas déjà tout simplement parce que c'était pas le père. Et en plus de ça, il était fragile psychologiquement et il estimait toxique pour l'enfant. Bon, eh bien les juges ont fait droit à la demande de l'ex-compagnon du père. Et ça n'a rien d'une dérive ou d'un excès à l'américaine. C'est la conséquence tout à fait logique de ce que le projet de loi est en train d'inscrire dans le Code civil. La biologie n'a plus rien à voir avec la filiation, seul compte l'engagement, le projet, l'investissement auprès de l'enfant, ce qui fait qu'un homme ou une femme qui s'est investi dans ce projet parental, eh bien, pourra réclamer, sous prétexte qu'il a vécu quelques mois avec l'enfant, des droits à vie sur cet enfant, jusqu'à concurrencer, voire exclure, éventuellement, les parents biologiques. Alors avec ça, si tout le monde n'est pas concerné, vraiment, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Et puis par ailleurs, sur un plan plus matériel, il faut réaliser que le coût de la PMA, il va peser sur tout le monde. On a déjà parlé, du coup, entre guillemets médical, du geste de PMA, non seulement pour toutes, mais aussi pour tous les couples fertiles qui préféreront recourir à des donneurs pour avoir un enfant quasi idéal à leurs yeux. Mais que dire du coup des suivis psychologiques que ces situations complexes vont nécessairement susciter? Jean-Louis Touraine, dans son rapport, préconise de se prévoir un suivi systématique des enfants par des pédopsychiatres. C'est bien l'aveu que cette situation est à risque pour eux. Et que dire du coup des familles monoparentales que la PMA pour les femmes seules va générer? La situation de parents isolés, elle ouvre droit en elle-même à des allocations, à des aides. C'est bien qu'elle est objectivement précaire et problématique. Comment est-ce que la loi peut raisonnablement générer ces situations à la charge de la société? Et puis qui va rémunérer les membres de la commission d'accès aux origines pour avoir accès à l'identité du donneur?
Quels seront les budgets en termes de travailleurs sociaux, de magistrats, d'avocats à l'aide juridictionnelle impliqués dans les imbroglios juridiques qu'on est en train de nous préparer? Bref, le projet n'a rien d'anodin, il nous concerne tous, il engage les générations à venir qui vont payer le prix fort. Alors un dernier mensonge pour la fin. On nous promet qu'avec cette PMA généralisée, hors infertilité, il n'y aura pas de GPA. Mais qui peut raisonnablement croire ça? Le droit, le Conseil d'État, tout le monde l'a dit, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de discrimination. Mais certains veulent absolument voir dans les différences naturelles des discriminations. Alors si une femme seule ou un couple de femmes est discriminé parce qu'elles ne peuvent pas engendrer un enfant, et je suis désolée, les hommes qui ne peuvent pas porter des enfants sont eux aussi discriminés. La GPA suit de très près la PMA, quoi qu'on en dise. Bref, ce projet est une folie, il change tout, alors si vous n'en voulez pas, dites-le à votre député, dites-le autour de vous, et allons tous le dire à Paris le 6 octobre prochain. Merci. Merci Aude. Et le mot de la fin à notre président de Cosette et Gavroche. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci à notre guitariste Luc Yengue. Merci à Gilles d'avoir si bien présenté. On a eu des orateurs tout à fait étonnants quand on écoute Bertrand Vergely, quand on écoute Alexandra Henrion-Caude, quand on écoute Aude Mirkovitch et tous les autres. C'est vrai qu'on a de grands talents pour des gens qui sont contre l'extension de cette procréation médicalement assistée. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va continuer à essayer de nous faire connaître. Pour ceux qui veulent nous aider, on a un site internet qui s'appelle www.cosettegavroche.fr. Si vous voulez faire des dons, ils seront toujours les bienvenus, parce que pour faire des actions, évidemment, il faut le nerf de la guerre. Merci de tout cœur, et puis au 6 octobre, et puis rentrez bien chez vous, et à bientôt, j'en suis sûr. Liebe Politiker, liebe Journalisten. Chers politiciens, chers journalistes, faites vos valises, rentrez chez vous. Honte à vous, nous n'avons plus besoin de vous. Vous échouez sur toute la ligne pour protéger la vie. Les solutions existantes sont ignorées parce que vous êtes totalement dépendant d'un système qui vous paie bien, contrôlé par des intérêts. Je le dis sérieusement, ce que vous faites à tous les niveaux est particulièrement triste et destructeur. Dans le passé, on avait parfois l'impression qu'il y avait des journalistes d'investigation ou des politiciens courageux qui inspiraient les gens. Ils s'engageaient pour la liberté et la justice. Mais aujourd'hui, presque tous se sont installés confortablement dans un système où l'on peut bien vivre aux dépens du grand public. Vous vous pliez aux idées dominantes et n'avez pas le courage de parler des choses inconfortables. Il n'y a plus de dialogue politique, mais seulement un acquiescement aux idéologies proposées. Vous voulez des taxes et des certificats contre le changement climatique au lieu de mettre fin à l'empoisonnement de l'environnement par des pesticides et d'autres toxines, parce que les lobbies définissent ce que vous avez à faire. Vous ouvrez les frontières à tout un chacun, sachant pertinemment que les systèmes sociaux et les fonds de pension ne pourront pas tenir. Vous détournez le regard des terribles actes de violence commis par des étrangers et vous traitez de xénophobe toute personne qui a un instinct d'autoprotection tout à fait naturel. Vous avez créé un climat de haine, de peur, de soumission à un politiquement correct et vous observez passivement la destruction de toutes les structures ordonnées. Vous les détruisez comme si vous étiez payé pour ça. D'ailleurs, c'est peut-être même le cas. Mais de quel karma vous chargez-vous? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes ou de vos omissions? Les politiciens professionnels avec des CV et des thèses de doctorat falsifiés n'ont pas les bagages spirituels qui seraient nécessaires dans cette phase de développement de la conscience. Vous faites avancer, sciemment ou non, un agenda qui prévoit la destruction des espaces de vie, de la santé et de la liberté humaine. Pourtant, une petite élite autoproclamée de super riches vous emportera également, une fois que vous aurez ouvert la voie à leur plan orwellien du nouvel ordre mondial. Nous, les humains, commençons à voir à travers leur jeu.
Pendant trop longtemps, nous avons naïvement observé et supposé qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur chemin. Mais plus on s'y confronte, plus on s'aperçoit que vous ignorez les solutions pour la protection de l'environnement, les solutions dans les services de santé, les solutions pour une cohabitation responsable des hommes entre eux. On remarque que les groupes d'intérêt vous dirigent et que seuls le pouvoir et les profits sont au premier plan. Vous pourriez empêcher les guerres. Au lieu de cela, vous vous livrez à la propagande de guerre des forces qui ont besoin de guerre pour maintenir leur pouvoir. Vous, les journalistes, vous, les politiciens, vous vous célébrez vous-même et votre ego. Vous pouvez bien parler et vivre royalement des fonds abondants que nous recueillons tous. Mais votre temps est écoulé. Faites vos valises et cachez-vous quelque part où vous pouvez espérer que le destin traitera avec grâce votre karma. Nous ne sommes plus prêts à soutenir ce théâtre de diffamation qui se joue au détriment de la base existentielle de la planète. Vous savez vous-même que d'autres décident de ce qui se fait dans le monde, que la démocratie n'est qu'un mot qui devrait nous endormir. Mais vous savez aussi que nous n'avons pas besoin de vous si vous n'êtes contrôlés que de l'extérieur. Si vous le savez vous-même, vous pouvez continuer comme ça à gagner beaucoup d'argent qui a été aspiré sur le dos des travailleurs, ou bien regardez dans le miroir et rendez-vous compte de ce que vous faites avec votre incapacité à produire de réelles améliorations. La puissance du Vatican et des banques centrales vous fait frissonner, et ainsi vous léchez les bottes des frères qui se rencontrent en cercle secret et vous vous accrochez avec soumission au pan de leur robe. Les conséquences de votre inaction pour défendre la protection de la vie sont dévastatrices. Vous êtes la figure de proue, la façade des forces qui ne se montrent pas, mais qui veulent tout dominer. Vous montrez vos visages pour que ces saloperies puissent continuer à l'arrière-plan. Ça bouillonne aussi dans les organes qui exécutent les ordres, la police, l'armée et la justice. De plus en plus de gens comprennent comment ils sont exploités pour les objectifs de pouvoir de quelques-uns et comment leur travail pour la protection de l'humanité est entravé ou même complètement renversé. Nous avons besoin de politiciens et de journalistes qui aiment la vie, qui mettent la vérité avant toute autre chose. Vous n'aimez ni la vérité ni la vie, mais seulement votre ego et les applaudissements que vous vous donnez l'un à l'autre. Mais votre temps est compté. Un changement de conscience est en cours parmi les hommes, et vous le savez aussi. Malheureusement, vous n'avez pas le courage d'assumer les conséquences de votre inaction, car elle est beaucoup plus grande que vous n'en êtes conscient, parce qu'elle affecte la vie de millions, voire de milliards de personnes. Peut-être qu'on vous fait chanter, peut-être que vous ne voulez pas vraiment tout cela, mais que vous ne savez tout simplement pas comment sortir de ce rôle. Le temps nous dira comment la responsabilité frappera à votre porte. L'humanité est spirituellement beaucoup plus loin que toutes les ordures spirituelles que vous nous imposez constamment. Ce n'est pas le cas de tout le monde, car vous avez aussi contribué à maintenir la conscience en bas. Ça ne sert à rien. Le temps du nain tracassin est passé. La vie s'impose. La conscience est élevée par les énergies cosmiques que vous ne pouvez pas empêcher malgré toutes les mesures techniques. Les causes et les effets sont liés. Quelles sont les causes que vous avez fixées? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Combien de fois avez-vous prétendu être important? Combien de fois avez-vous menti en connaissance de cause? Et combien de fois avez-vous eu peu de courage pour accomplir vos tâches au moins à moitié décemment? Diviser et régner, c'est le nom de ce jeu. Mais c'est seulement pour des marionnettistes que vous êtes importants. Pour nous, vous êtes seulement périssables. Les cartes truquées ont longtemps dominé dans ce casino, quel que soit le parti, la chaîne, le journal. Vous jouez avec nos sentiments et nos vies. Vous êtes des figures tristes. Avec l'attention que vous portent des millions de personnes, vous pourriez changer positivement la planète entière, l'inspirer. En arrière-plan, les membres de loge se considèrent comme supérieurs et ne servent qu'un seul seigneur des ténèbres, voulant asservir l'humanité. Le respect de la création, ils l'ont mis de côté par leur serment. Il y a certainement assez de personnes qui voudraient se soumettre à un collectif, mais la création veut le libre développement des âmes. Si la vie sur cette planète doit continuer, vous devez soit utiliser votre position pour tourner le gouvernail, soit vous écarter et ouvrir la voie à ceux qui respectent la vérité et qui aiment la vie.